Bonjour Hakim El Karoui. Vous avez été conseiller du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes auteur de nombreux rapports, notamment sur l'islam en France. Vous avez publié plusieurs livres, dont celui-ci qui s'appelle Israël-Palestine, une idée de la paix aux éditions de l'Observatoire. On va en parler d'abord, évidemment, le discours, le tournant, j'allais presque dire historique, du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Est-ce qu'on peut dire que la reconnaissance par la France dans l'État de Palestine peut changer réellement la donne ? Changer la donne sur le terrain, non. Changer la donne symboliquement, oui. Et puis surtout rappeler aux Israéliens que les Palestiniens existent. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Depuis la fondation d'Israël, les dirigeants, qu'ils étaient de droite ou de gauche, ont toujours dit « il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a que des Arabes ». Et Eretz Israël, la terre d'Israël est petite, le monde arabe est grand, donc ils ont vocation à aller ailleurs, au Liban, en Jordanie, en Syrie, etc. Et donc dire symboliquement que la Palestine existe et donc que les Palestiniens existent et que leur vie, leur destin, leur avenir se trouvent dans les frontières de la Palestine mandataire, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, en fait, c'est très important. Oui. Vous dites, au fond, ça peut faire changer l'état d'esprit en Israël ? Ça confronte les Israéliens, notamment les dirigeants israéliens actuels, qui nient complètement l'existence des Palestiniens. Ça les confronte à cette réalité. Donc vous savez, Lacan disait, le réel, c'est quand on se cogne. C'est une façon de les faire se cogner à la réalité. Et ils se cognent aussi à la réalité à Gaza, parce que ce qu'ils font à Gaza aujourd'hui, qui est inadmissible, qui est inimaginable en fait venant d'un pays qui se dit démocratique, c'est aussi le fait qu'ils n'ont jamais répondu à cette question. Hannah Arendt disait en 1948, la seule question politique et morale pour Israël, c'est la question arabe, aujourd'hui la question palestinienne. Oui. Ils n'ont pas répondu à cette question, il faut qu'ils donnent un avenir à cette population. Et donc c'est ce que dit d'une certaine manière la reconnaissance par la France, aussi par la Grande-Bretagne et l'Australie. Je rappelle que la Grande-Bretagne, c'est le pays qui a émis à l'époque la déclaration Balfour, le foyer national juif, c'est le pays mandataire de la Palestine dans les années 20, dans les années 30. Donc ça a aussi une très grande portée symbolique. Oui, et le discours, on voyait les images d'Emmanuel Macron à l'ONU, va marquer l'histoire. Alors au fond, il y a aussi cette déclaration de dire « ça suffit ». La guerre, les massacres, ça suffit. Ça, c'est incantatoire ou vraiment ça peut augurer d'un début de processus de paix ? Alors, compte tenu des rapports de force internationaux, il ne faut pas croire que ça va changer quoi que ce soit, ça va plutôt exciter les dirigeants israéliens, le président américain qui a répondu que tout ça ne servait à rien, mais ça a un autre intérêt, ça mobilise les Européens, et puis aussi ça mobilise les dirigeants arabes, notamment les dirigeants arabes du Golfe, qui jusqu'à présent avaient fait franchement le service minimum. Mohamed Ben Salman ne voulait pas reconnaître Israël compte tenu de ce qui s'était passé, mais c'était vraiment le minimum qu'il avait fait. Là, ce que fait Emmanuel Macron, c'est essayer de les réembarquer, de les remobiliser pour remettre sur les rails les discussions de paix vers la solution à deux États, qui, à mon avis, on va en parler, par ailleurs, n'est pas la bonne. Oui, alors ça, c'est l'objet de votre livre, on va en parler, vous le dites, mais au fond, oui, réenclencher un processus de paix, mais depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, on voit bien que c'est le camp de la guerre, et presque, j'allais dire, dans les deux camps, qui l'a emporté. Exactement, moi j'appelle ça le parti de la guerre. Le parti de la guerre, il réunit dans un même camp les extrémistes israéliens, les extrémistes palestiniens, ceux qui se haïssent les uns les autres et ceux qui dénient aux uns et aux autres le droit même d'exister. Donc c'est ce camp-là qui gagne. Sauf que 30 ans de guerre, 40 ans de guerre, un siècle de guerre, on voit où ça mène. La guerre s'ajoute à la guerre. La guerre est de plus en plus violente. Le 7 octobre, l'attaque la plus violente contre Israël jamais perpétrée. La guerre à Gaza, avec des proportions. Et puis surtout, le sujet est en train de se retourner contre les Israéliens, dans leur image internationale, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, éthiquement. Comment est-ce qu'on peut accepter de faire mourir des enfants, d'utiliser la famine comme arme de guerre ? Donc, à un moment, c'est mon espoir, les gens vont se dire, mais peut-être qu'en fait, ce serait mieux de faire la paix. Oui, mais ça, est-ce que ça suppose le départ de Netanyahou d'Israël, des faucons, on va dire, et puis de l'autre côté, le Hamas désarmé définitivement ? Le Hamas, il y a vraiment un consensus international, y compris arabe, pour mettre le Hamas de côté. Il y a eu une résolution de l'ONU exactement au même moment sur ce sujet-là. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque. Netanyahou, oui, probablement, mais vous savez, souvenez-vous, en 1973, Israël et l'Égypte se faisaient la guerre du Kippour. 4 ans après, Sadat était à la Knesset.
Et en 79, il avait le prix Nobel de la paix avec Menahem Begin. Menahem Begin, qui était le dirigeant de l'Irgun, qui avait fait sauter l'hôtel King David en 46 ou 47. Donc, des gens qui ont fait la guerre, à un moment, ils peuvent faire la paix. Et on le sait, pour faire la guerre, il vaut mieux des militaires. Oui, mais là on voit bien que c'est parce que l'intention de faire Netanyahou, qui veut peut-être même, à titre de représailles, peut-être qui sait, continuer la colonisation de manière encore plus massive en Cisjordanie, voire même aller vers une annexion. L'annexion, franchement, je ne crois pas, parce que c'est la ligne rouge des Émirats. Les Émirats sont rentrés dans les accords d'Abraham en disant que grâce à leur signature, les Israéliens avaient sur soi à leur décision d'annexion. Donc les Israéliens ont besoin des Émiratis, ils ne vont pas annexer la Cisjordanie. Par contre, ils vont probablement accélérer encore, si c'est possible, les programmes de colonisation pour installer l'état de fait. Mais c'est précisément parce que, de toute façon, cette solution, la terre contre la paix, le découpage du territoire en peau de léopard, qui donne aujourd'hui sur le terrain une situation abracadabrantesque pour les Israéliens, mais surtout pour les Palestiniens, qui peuvent mettre 4 heures pour faire 10 km, avec un système de routes réservé aux Israéliens et de routes réservées. En fait, c'est impossible de construire un État viable dans cette situation. C'est impossible. Là, c'est la survie même des Palestiniens qui est en jeu. On assiste à des massacres que certains qualifient de nettoyage ethnique, voire de génocide. Oui, à Gaza, et des attaques extraordinairement violentes des colons en Cisjordanie. Donc, cette situation-là doit cesser. On a besoin de la pression de la communauté internationale. Il y a des élections en Israël qui vont arriver bientôt. Le médiateur américain n'est pas au rendez-vous. Malheureusement, il est probable que ça dure. Bon. Mais, encore une fois, c'est invivable de vivre la guerre perpétuelle. C'est invivable. Et donc, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, trouver une autre solution. Oui, alors vous publiez ce livre, Hakim El-Karoui, Israël, Palestine, une idée de la paix. Au fond, où votre thèse, c'est de dire qu'il faut revoir les choses et si, au fond, une souveraineté devait s'imposer, non pas sur la terre, mais sur les peuples, c'est-à-dire qu'au fond, non pas une division de territoire, mais un partage de territoire. Est-ce que ce n'est pas, au fond, utopique d'imaginer ça ? Alors, ce n'est pas un partage du territoire. En fait, c'est très réaliste au contraire. C'est pour ça que je dis qu'il faut penser la paix en géographie. C'est-à-dire qu'il faut regarder la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'on a un tout petit territoire. La deuxième chose, c'est que les Israéliens ont fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils ont pu pour, en fait, expulser les Palestiniens depuis très longtemps. Ils n'ont pas réussi, y compris parce que les voisins arabes n'en veulent pas. Vous vous souvenez ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé en Jordanie, etc. Donc les Palestiniens, ils veulent rester, et par ailleurs, leurs voisins ne veulent pas les accueillir. Donc, ils vont rester. Après, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée de leur donner 3% du territoire, de les concentrer et de leur dire maintenant vous allez faire votre vie, en fait, ça crée quoi ? Ça crée dès 7 octobre, encore et encore. Donc, ce n'est pas une solution de paix. La paix contre le territoire, c'est invivable. C'est impraticable. Ça n'existe pas, un État qui a si peu d'espace, qui par ailleurs est coupé en deux avec Gaza d'un côté, la Cisjordanie de l'autre, etc. Et donc moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, le jour où il y aura la paix, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais si demain il devait y avoir la paix, la solution, elle serait différente. La solution, on risque d'aller vers cette dissociation de la souveraineté de l'État et la souveraineté du territoire. Ça vient du XVIIe siècle européen. Je vous donne un exemple. Pendant très longtemps, le Vatican avait la souveraineté sur un certain nombre de grands monastères. Le Cîteaux, par exemple, ou Cluny, dépendaient directement du Vatican, y compris quand ils étaient en France, dans le Royaume de France, etc. Et moi, ce que j'imagine, c'est qu'on a deux peuples. Ce qu'ils veulent préserver, c'est d'abord leur identité. Leur identité, elle est projetée sur le territoire. Mais la problématique pour eux, c'est de pouvoir rester juifs, dans un État qui vous protège. Et pour les Palestiniens, c'est de pouvoir rester palestiniens alors qu'on a essayé de les en expulser. Et donc je pense que, en fait, la solution, c'est de dire, ils vont vivre ensemble avec un processus très lent de déconfliction, comme on dit, de désarmement. Et puis il y aura une souveraineté sur les individus. Donc il y aura un État pour les Juifs, un État pour les Palestiniens, qui géreront ce qui est l'essentiel, le fondamental pour les Juifs et pour les Palestiniens. Et puis localement, ils géreront les choses ensemble parce qu'en fait,
Ils vivent ensemble. Ils vivent déjà ensemble dans le bruit et la fureur. Ils peuvent vivre ensemble demain dans la paix et dans la gestion commune des problématiques locales. Merci beaucoup. Hakim El-Karoui, Israël-Palestine, une idée de la paix, 2 États sur un même territoire. Est-ce la solution? Vous nous avez expliqué. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci.